Espace TV, le 22h. Vous êtes sur Espace TV. Nous vous en remercions. Merci et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Après l'annonce d'une marche pacifique pour le 9 mars prochain, le gouvernement tend la main, mais les initiateurs déclinent avant toute satisfaction des préalables. Les forces vives de Guinée restent intransigeantes, même si pour beaucoup d'acteurs, l'opportunité n'y est pas pour le moment, en tout cas pour toute manifestation. Trafic international de drogue impliquant 7 étrangers de nationalité turque. Le tribunal de première instance de Kaloum décide des condamnations, 10 ans pour certains et 20 pour d'autres. C'était ce mardi et les détails à suivre dans ce journal. De l'autre côté, quelle place de la technologie dans l'éducation des tout-petits? À l'ère du numérique, des écoles spécialisées se font peu à peu de la place en Guinée et c'est le sujet de notre angle de ce soir réalisé par Fatoumata Bintabari. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Les forces vives de Guinée ont finalement décliné l'invitation du Premier ministre, chef du gouvernement, sous réserve d'un certain nombre de préalables. La manifestation pacifique du 9 mars dans le Grand Conakry reste donc maintenue. Le Forum des forces sociales de Guinée, le FNDC et d'autres coalitions comme l'ANAD et le RPG Arc-en-Ciel et alliés entendent protester ainsi contre la conduite de la transition et exiger également l'arrêt des harcèlements judiciaires contre les auteurs, les acteurs de la société civile et des leaders politiques. Mais à l'image des précédentes manifestations appelées par le FNDC, celle-ci n'est pas opportune, certains acteurs le disent, et Mamadou Boiba les a rencontrés. Suivez. L'arrêt des harcèlements judiciaires contre les acteurs politiques et ceux de la société civile, l'ouverture d'un dialogue inclusif, la suspension de l'interdiction des manifestations, voilà l'objectif visé par les forces vives. Nous voulons effectivement que le CNRD d'abord respecte la lettre ou les lettres de la charte de la transition. Ensuite, nous voulons que le CNRD effectivement poursuive la mise en exécution des recommandations ou des décisions de la CEDEAO pendant la dernière rencontre. Au sein de la classe politique, les acteurs sont divisés. Le président de l'UDRZ et bien d'autres pensent qu'il faut observer une trêve pendant cette transition. Les précédentes manifestations ont eu des conséquences néfastes. Je pense qu'ils ont oublié que la série de manifestations que la Guinée a enregistrées sont jalonnées de morts, surtout de jeunes enfants. La situation de notre pays recommande la sérénité à tous les niveaux. Ceux qui ont des soucis pour les personnes qui sont en détention préventive devraient agir autrement s'ils veulent que ces personnes puissent bénéficier dans une certaine mesure de liberté provisoire. Baouri invite l'État à prendre ses responsabilités en appliquant notamment la charte des partis politiques. Des cas de mort sont enregistrés, reconnaît ce cadre de l'ANAD. L'encadrement, malheureusement, dans l'encadrement, on apporte une équipe de militaires. Le militaire, en fait, il n'est pas formé pour venir caresser les foules. Le militaire, il est formé pour tuer. Les violences dont on parle, ce ne sont pas des violences qui sont occasionnées par les manifestants. Tout le monde le sait, parce que les morts, ce sont des morts par balles qui viennent d'armes militaires. Les habitants de Nongo Konteya, un quartier situé dans la commune de Ratoma, ici même à Conakry, traversent des moments difficiles, très difficiles d'ailleurs pour certains. Plusieurs d'entre eux ont vu leurs bâtiments fissurés ces derniers jours. Cela a créé de l'émoi et le risque d'effondrement étant très élevé, beaucoup n'arrivent plus à dormir. Pour l'heure, les causes de ce phénomène ne sont pas identifiées et Mamadou Boiba s'y est intéressé. Suivez le reportage. À distance, tout semble normal. Mais dans ces quartiers, beaucoup de citoyens n'arrivent plus à dormir. Leurs bâtiments sont fissurés. Le phénomène qui a commencé en 2019 s'est aggravé ces derniers jours. Moi, personnellement, j'ai commencé à constater ça chez moi dans les années 2019.
lorsque j'ai fait le carreau et puis de mon bâtiment et j'ai commencé à constater un petit écartement. C'était même pas visible à l'œil, mais quand vous faites passer le pied là-dessus, vous pouvez sentir un changement. Ces bâtiments fortement endommagés appartiennent à la famille Kouyaté. Les occupants ont déjà quitté le lieu pour des mesures de sécurité. Le responsable des familles impute son malheur à la floraison des forages dans son secteur. Demandez aux gens qui ont fait des études hydrauliques, et ils peuvent bien vous le dire, le pompage des forages avec la nappe phréatique, c'est que ça peut engendrer. Ces propriétaires d'unités de fabrique d'eau minérale a une autre lecture. Pour lui, le problème n'est nullement causé par les forages. Si vous remarquez, en venant de chez moi, l'impact est plus du côté opposé de chez moi que mon bâtiment. C'est-à-dire mon bâtiment est en train d'être affecté maintenant. Sinon, l'impact est beaucoup plus du côté opposé de chez moi. Donc, du coup, je ne pense pas que ça soit lié à mon unité de production. Je pense qu'il fallait faire plus de recherches pour savoir ce qui se passe à Contea. Même s'ils s'accusent mutuellement, les habitants de ces quartiers partagent l'angoisse et la peur. Quand on est couché, parfois la nuit, quand le mouvement se fait, on le ressent. C'est une peur totale. On ne peut pas remarquer une telle chose et rester tranquille. Les services techniques de l'État sont déjà sur place pour évaluer la situation. C'est qu'il faut constater que c'est un problème entier et que ça touche plusieurs bâtiments. Nous ne pouvons pas donner les causes réelles, mais apparemment, selon les informations que nous avons sur le terrain, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a certaines maisons qui sont réellement impactées et nous voyons le fissure sur les sols. Les autorités conseillent aux citoyens de quitter pour le moment les maisons concernées et d'éviter toute activité tendant à exercer une pression sur le sol. Mais sur place, les travaux dans les sentiers continuent de plus belle. Amadou Boïba, merci pour ce reportage. Je vous le disais, 10 ans de prison pour certains et 20 ans pour d'autres. C'est le verdict rendu ce mardi par le tribunal de première instance de Kaloum dans le dossier du trafic international de drogue impliquant 7 étrangers de nationalité turque. Ces individus ont été interpellés en février 2022 par la brigade flottante de la Marine nationale. Bernard Koundouno et Alseni Kamara pour le compte-rendu. C'est en février 2022 que la brigade flottante de la Marine nationale a fait cette saisie de près de 300 kg de cocaïne dans un navire étranger. 7 personnes de nationalité turque ont été poursuivies pour faire de détention, circulation et transport international de cocaïne. Une année après, le tribunal de première instance de Kaloum a rendu son verdict ce mardi. En application des articles 19, 20, 64, 818, 819 du Code pénal, condamne ces 7 étrangers à 10 ans de réclusion criminelle et 2 à 20 ans par défaut, puis le juge a procédé au lancement des mandats d'arrêt international contre eux. Condamne Aymen Yuldis, Nirat Soural, Irfan Torank, Denis Godogrou, Youssouf Ouzounet à 10 ans de réclusion criminelle. Condamne Emra Nerer, Bülent Koumous à 20 ans de réclusion criminelle par défaut et 17 mandats d'arrêt contre eux à l'audience. Le verdict est salué par la partie civile qui magnifie la bravoure des forces de sécurité qui ont procédé à la saisie de cette drogue. Aujourd'hui, nous nous félicitons du fait que, n'est-ce pas, comme on appelle ça, cette poursuite est aboutie à leur condamnation. Cela confirme la volonté et l'engagement des autorités de la transition à lutter contre le trafic de drogue. Le tribunal, dans son verdict, ordonne la vente aux enchères du navire ayant servi au transport de la drogue et au versement de cette somme au trésor public. La décision est rejetée par la défense qui compte interjeter appel. Maintenant, nous irons à la cour d'appel et j'en suis persuadé que cette décision qui est prise ici sera infrimée en appel. La quantité de drogue saisie dans ce navire est de 299,2 kg pour une valeur de 16 millions d'euros. À date, la quantité saisie a été incinérée, affirme l'avocat de la partie civile. La direction régionale de la santé de la ville de Conakry
passe en revue la cartographie sanitaire de la capitale. Ces travaux d'évaluation et de réflexion vont d'abord prendre en compte toutes les insuffisances dans le secteur de la santé dans la capitale guinéenne. Ensuite, permettre aux acteurs de proposer des stratégies en réponse aux nouveaux défis pour une véritable réconciliation des populations du Grand Conakry avec le système de santé. Ali Badara Kamara et Mamadou Boïba. Comment améliorer les services de soins pour une population estimée à plus de 2 millions d'habitants dans les établissements hospitaliers publics et privés de la ville de Conakry? Une question certes, mais un défi pour les acteurs du système sanitaire de la direction régionale. Ce coup d'œil dans le rétroviseur va permettre à ces acteurs d'identifier les faiblesses, des avancées et des défis dans les différentes directions communales de la capitale. Bon, c'est une instance régulière exigée par le ministère de la Santé. Donc, dans l'année, on se réunit 2 fois avec tous les partenaires pour discuter des indicateurs de santé dans la ville de Conakry, le cas spécifique, pour voir ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui est à améliorer pour le prochain semestre. Parce que tous les ans, nous avons des indicateurs que nous devrions améliorer afin que la population ait des meilleures qualités de services de santé. Avec ses quelques 150 000 habitants, la commune de Ratouma fait face au déficit d'infrastructures sanitaires et le personnel soignant qualifié. La mairie formule dans ce sens des doléances. Nous sommes en manque de structures sanitaires. Je demande humblement que cela à Madame la chef de cabinet d'être mon interlocuteur auprès du ministre, pour que des efforts soient vraiment consentis sur l'édification des structures sanitaires. À tour de rôle, les 5 directions communales de la santé de Conakry procéderont à la présentation des activités réalisées et en cours de réalisation au bénéfice des populations. Nous comptons déjà au cours de 7 ans la construction et la rénovation de plusieurs infrastructures sanitaires afin d'assurer l'accès équitable de nos populations aux services de santé. En plus du besoin de la formation continue du personnel soignant, le problème d'édifice se remarque dans toutes les communes de la ville de Conakry, ce qui expliquerait la prise en charge difficile de certaines pathologies dans la capitale. Lancement ce lundi à Conakry d'un séminaire de formation en sûreté du fret et de la poste. C'est une initiative de l'autorité guinéenne de l'aviation civile en collaboration avec l'assistance technique de la Commission africaine de l'aviation civile. Le but est d'outiller les participants en vue de remédier à certaines déficiences dans leurs activités au quotidien. La formation va se tenir du 27 février au 3 mars 2023 au siège de l'AGAC. Aminata Massiré Bangoura et Aboubakar Din Kamara nous en disent plus. Ils sont au total 24 participants issus de 14 structures évoluant dans ce domaine à bénéficier de cette session de formation en sûreté du fret et de la poste. Elle s'inscrit dans le cadre de l'accélération du développement du transport aérien en Afrique avec le soutien de la Banque africaine de développement. Ce programme vient donc remédier aux déficiences identifiées dans l'audit de l'OAIC en 2022 afin d'améliorer le niveau d'intervention des parties prenantes dans la mise en œuvre des recommandations de ce document. Et cet audit a relevé des faiblesses, mais il a aussi relevé des acquis, lesquels acquis sont en cours de capitalisation, lesquelles faiblesses, n'est-ce pas, sont en cours de correction. C'est un maillon non négligeable dans la chaîne de valeur aéroportière. Ce programme qui va également contribuer potentiellement au renforcement de la sûreté de l'aviation de la République de Guinée permettra donc aux participants de s'approprier des outils permettant d'avancer dans leur vie professionnelle au quotidien. La priorité a été accordée à l'assistance et au renforcement des capacités dans les domaines de sûreté de l'aviation et la facilitation en fonction des principes de gestion des risques, des besoins en formation et de l'engagement déclaré des États au moment de l'élaboration du plan d'action correctif. Et donc le but de cette mission est de remédier aux carences identifiées lors de l'audit.
Renforcer donc les capacités de ses participants en sûreté du fret et de la poste afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services aériens est d'une nécessité capitale pour le directeur de la GAC. L'aéroport n'appartient qu'à ceux qui y travaillent, qui doivent y travailler. C'est extrêmement important, au bénéfice des usagers, au bénéfice de l'État et au profit de l'exploitation. Que tout le monde s'implique, n'est-ce pas, afin de s'approprier, n'est-ce pas, les outils qui vont être déclinés tout au long de ce séminaire-là. Cette formation regroupe les cadres du secteur aérien, notamment les représentants de la GAC, gestionnaires de l'aéroport, société de transit de fret, la poste guinéenne, la gendarmerie du transport aérien et bien d'autres structures. Vous les avez certainement connus bien à cette époque, des machines mécanographiques, ces dispositifs qui produisaient des documents avec des caractères imprimés aussi passionnantes que ces femmes et hommes qui les manipulaient dans les services. Elles ont disparu depuis quelques moments. Les nouvelles vedettes sont des ordinateurs et des imprimantes parfois multifonctions. Cette mutation s'est opérée sous nos yeux. Et là, on le sait bien, qu'est-ce qu'elle a changé dans les façons de faire? Nos reporters sont allés précisément à la mairie de Ratoma pour nous aider à comprendre ce que sont devenues actuellement ces machines. Suivez. L'utilisation de la machine dactylographique est une source de création de faux papiers. C'est pourquoi nous qui sommes avisés autour de comment on fait un extrait, et quels sont les critères, la nomenclature légale à chaque temps, parce que généralement à chaque temps, à chaque 5 ans, le législateur change la nomenclature des actes d'état civil. Ces mots traduisent bien le motif qui a poussé le gouvernement d'Alpha Condé à entamer la réforme et la modernisation de l'administration publique guinéenne en 2013. Impossible de voir la trace des anciennes machines. Amadou Bari a plus de 25 ans d'expérience dans l'administration. Il a connu la transition de l'analogie au numérique. J'ai commencé par la mécanographie, la banque centrale. De là-bas, maintenant, avec la matérialité, j'ai commencé à pratiquer l'informatique au ministère, la fonction publique. On a fait un stage là-bas encore de formation. De là-bas, ils ont envoyé une équipe au ministère du budget pour une formation encore. Depuis lors, on m'a invité à la commune de Ratoma. Le maire de Ratoma pense plutôt que le processus est lent, sans occulter les bienfaits des nouvelles technologies. On aura l'avantage de gagner du temps dans l'exécution des tâches. On aura l'avantage de sécuriser les opérations et les actes que nous prenons. Et surtout d'éviter de garder, si vous voulez, l'authenticité des documents. Quand on va archiver des documents, je pense qu'on ne pourra plus les falsifier, on ne pourra plus, etc. Et avec l'outil informatique, on peut sécuriser l'ensemble des documents que nous produisons. C'est extrêmement important pour nous. Il a aussi pour objectif la formation de ses cadres, installer le Wi-Fi gratuit dans toute la commune. Mais avec les comptes des mairies gelés, les projets de développement vont devoir attendre. C'est une langue africaine rattachée à la branche sud des langues atlantiques au sein de la grande famille des langues nigéro-congolaises. Il s'agit là de la langue baga. Elle fait partie de nos jours des langues guinéennes menacées de disparition. À Conakry surtout et dans les grandes villes, la langue baga est moins pratiquée par de nombreuses familles au profit du soso en général ou des langues comme le maninkakan en particulier. C'est un sujet qui a intéressé notre reporter Lamine Kaba. Suivez. Plaisant à écouter et riche de contenu avec l'évolution des sociétés et la cohabitation avec d'autres groupes ethniques comme les Soussous, les Peuls et les Malinki. Le Baga, puisqu'il s'agit de lui, agonise, tend à disparaître. On est en train de virer et c'est très grave parce que si on ne fait pas attention, la langue va disparaître. Les enfants qui naissent à l'heure là ne vont pas comprendre cette langue. Le groupe Baga est divisé en 7 langues ou dialectes, dont la principale est le Landouma. La plupart d'entre elles sont en voie de disparition.
Pour découvrir le baga originel, dépourvu de toute déformation, nous décidons de nous rendre dans l'un des anciens villages baga, Yamponi, créé en 1894. Maintenant, dans les familles, c'est très regrettable. Père baga, maman baga, et qu'on parle sous aux enfants. À force d'être méconnu, parler la langue baga ne passe plus inaperçu dans les lieux publics. On me demande, ça c'est quelle langue ça? Certains me demandent si c'est le portugais ou l'anglais. J'ai dit non, c'est baga, c'est la langue baga. C'est une langue vernaculaire de la Guinée. De père baga et de mère malinké, Bassirou Bangoura n'a jamais eu l'occasion d'apprendre sa langue paternelle. Venu se ressourcer dans ce village, aujourd'hui, son ultime souhait est de parler cette langue. Aujourd'hui, je suis dans mon village, dans mon village natal. Donc, j'ai fait tout possible de parler ma langue. En Guinée, les principales zones où le baga est parlé sont les alentours de Boké et de Kamsar. Il possède de nombreux embranchements, les bagas Sitemouy, les bagas de Koba, les bagas forêt, les Mandori, pour ne citer que ceux-là. Conflit domanial qui oppose les citoyens de deux secteurs de Djifing relevant de la sous-préfecture de Poredaka, préfecture de Mamou, vire au drame. Samedi dernier, des agents de la gendarmerie qui se sont rendus sur les lieux auraient ouvert le feu sur un imam qui est décédé sur place. Abdoulaye Diallo nous revient de Poredaka. Suivez. C'est ici, à Djifinsato, que l'incident a commencé. Selon nos informations, des citoyens de ce village disputent la paternité de ce terrain de foot. C'est ainsi que des agents de sécurité se sont rendus sur les lieux pour interpeller l'imam de Djifinsato aux environs de 6 heures. Une attitude qui a provoqué la colère des habitants. Ils sont venus attraper notre imam. Nous les avons dit qu'il n'ira pas. C'est ainsi que tout le monde est venu se jeter sur eux et ils l'ont laissé. Face à la résistance, les agents ont quitté le village en procédant à des tirs de sommation très nourris. Sur le chemin de retour, arrivé à Bantankuntu, situé à 1 km de Djifinsato, l'imam de cette localité qui avait fini la prière de l'aube et 2 autres citoyens ont été atteints par balles au bord de la route. Et l'imam Abdoulaye Kamara rendra l'âme à l'hôpital régional de Mamou le même jour. Les agents de sécurité sont venus le trouver ici avec des tirs nourris. Ils ont tiré sur lui à bout portant. Il est tombé à terre et son sang a coulé. Ce lundi, une délégation des autorités de Mamou, conduite par le gouverneur de région, s'est rendue sur les lieux pour présenter non seulement des excuses et les condoléances, mais aussi d'aplanir les tensions. Les membres de la famille du défunt demandent justice pour leurs proches. Je veux savoir qui a tué notre mari, nous laissant avec nos enfants sans père. On nous a dit que ce sont des agents qui auraient tiré sur lui. Vous avez vu la foule. On a travaillé nuit et jour pour empêcher un autre dégât ou d'autres dégâts plus importants que le précédent ici. Puisque les autorités semblent nous comprendre et semblent accepter nos conditions, il n'y a aucun souci. Nous aussi, de notre côté, on les fait confiance. Mais si, seulement si, ils essayent de nous berner, vous allez entendre la suite. Finalement, le défunt Abdoulaye Kamara a rejoint sa dernière demeure ce lundi 27 février, laissant derrière lui 4 veuves, dont 2 en état de famille et 16 enfants. Un mot de sport, pas sur pelouse. C'est un pas important vers une sortie de crise.
Le bureau exécutif sortant de la Ligue guinéenne de football professionnel a perdu sa bataille qui l'opposait au comité de normalisation de la FEGIFOOT devant le tribunal arbitral du sport TAS. Protestant la décision de leur révocation, les membres de la LGFP avaient introduit une requête contre le CONOR au TAS. La plainte de l'équipe de Mathurin Bangoura a été qualifiée d'irrécevable, déboutée par l'institution chargée de la résolution des démêlés juridiques en lien avec le sport à travers le monde. L'ancien président de la Ligue et ses collègues font amende honorable. Ils prônent désormais la paix pour la bonne marche du football guinéen. C'est un reportage signé Mohamed Sissé et Ibrahima Sori Kamara. Des controverses, des débats de personnes, ces anciens membres du bureau exécutif de la Ligue ont compris que ceci entachait le progrès du football guinéen. La famille du ballon rond du pays est effritée. Perdre cette procédure au TAS n'est pas la fin de la pratique du football. Selon l'ancien président de la LGFP, Mathurin Bangoura, a reconnu que le combat n'a pas porté fruit. Nous ne sommes pas venus pour débattre. On a perdu, ça fait partie de la vie. La démocratie en football, c'est le fair play. Et le football, c'est le fair play. Donc aujourd'hui, ce qui est en train d'être dit, il faudrait bien que les gens comprennent. C'est nous, acteurs de football, c'est nous qui créons des problèmes. Nous sommes responsables de ce qui est arrivé. Mais c'est parce que nous sommes là qu'il y a des problèmes. Pour ses membres statutaires, il faut débusquer les personnes à la source des problèmes entravant l'émancipation du football guinéen. Ils reconnaissent visiblement avoir perdu cette procédure au TAS, mais ils ne pensent pas que le football va s'arrêter. Le président sortant estime que lui et ses collègues sont des acteurs prépondérants pour assurer la bonne marche du courant guinéen. Nous sommes là pour le football guinéen. Nous sommes les acteurs du football guinéen. Le jugement qui est rendu, il est rendu pour le compte du football guinéen. C'est nous qui avons porté plainte, qui perdons le procès. Mais cela ne veut pas dire que le football va s'arrêter. Parce que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, c'est nous qui faisons marcher le football guinéen. La plainte de cette équipe ne s'est pas avérée contre le comité de normalisation de la FEGIFOOT auprès de l'instance en charge des conflits en rapport avec le sport mondial. En conséquence, cet ancien bureau exécutif de l'instance organisatrice des compétitions nationales devra verser 3 000 francs suisses, soit plus de 28 millions de francs guinéens, à la Fédération guinéenne de football, à titre de contribution aux dépenses effectuées dans la présente procédure par cette dernière. Aussi, il devra prendre en charge les frais d'arbitrage dont le montant n'est pas encore publié par le greffe du tribunal arbitral du sport. Sport toujours, la finale de la première édition du tournoi corporatif organisé par la compagnie des bauxites de Guinée CBG s'est jouée ce week-end au stade de l'Amitié de Kamsar. C'est un match qui a opposé l'équipe du transport de la bauxite à celle de l'administration de la CBG. Aïssatou Kesso Diallo commente les images de Salifou Lifo-Sissé. Ce tournoi corporatif, initié par la direction administrative, en collaboration avec le service de communication et des relations publiques de la CBG, a mis en compétition 10 équipes, dont 6 à Kamsar et 4 à Sangaredi. Objectif, renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre la compagnie et ses partenaires sociaux. L'organisation de ces compétitions sportives est un levier important pour booster le sentiment d'appartenance de nos collaborateurs à la CBG et aussi sortir nos collègues de Kamsar et Sangaredi du cadre strict du bureau dans le but de raffermir les liens d'amitié et de fraternité. Déroulée dans l'esprit de fair play, cette finale a opposé l'équipe de l'administration et celle du transport qui a remporté le tournoi. CBG montre tous les jours qu'elle n'est pas là juste pour transporter la bauxite. Elle est là aussi pour créer des infrastructures sportives et accompagner le sport guinéen pour son développement et aussi créer l'ambiance dans la cité de Kamsar afin que la jeunesse guinéenne puisse s'épanouir et montrer vraiment son talent. Au terme de ces compétitions sportives, les prix du vainqueur, du finaliste, du meilleur joueur et buteur ont été décernés aux équipes qui se sont démarquées. Un acte salué par la direction générale. La finale qui est le couronnement de ce tournoi corporatif. Je suis très heureux en tant que directeur général
Et surtout, ça c'est l'illustration de ce que nous sommes et ce qui est notre slogan, avec la participation de toutes les couches de l'entreprise et surtout de la communauté, c'est ce qui est important. Donc ça dénote de l'esprit qui règne au sein de la compagnie, qui est notre compagnie nationale, le patrimoine national guinéen. Donc je suis très fier de cet esprit, de ce qui a prévalu au sein de cette compétition. Présent, place à notre angle, le grand format. Je vous le disais, le monde s'adapte à l'ère du numérique. Les écoles aussi. En Guinée, par exemple, les écoles numériques commencent à se faire de la place et obtiennent des résultats probants. Le gouvernement expérimente également cette option pour faciliter l'éducation des élèves et limiter l'inégalité en milieu scolaire dès le primaire. Quelle place de la technologie dans l'éducation des tout-petits? C'est un grand format réalisé par Fatoumata Bintabari, Aboubakar Din Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Ici, on éduque et développe la motricité fine des tout-petits. Cela est fait en grande partie à travers des tablettes. Nous sommes en train de faire le triangle avec la pâte à modeler et après ça, on va faire le triangle avec les tablettes. Mansa Ramel Diabaté, élève en classe de CM1, prend du plaisir à utiliser la tablette pour traiter ses exercices. Ça m'aide à trouver les réponses auxquelles je ne trouve pas si je n'utilise pas la tablette. Dans cette école, la formation n'est pas exclusivement concentrée sur le numérique. Elle se complète à celle classique. Ici, c'est une maquette aussi sur l'Égypte. C'est pareil, les enfants ont fait des recherches sur Internet pour illustrer la maquette. Là aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous participons aussi à l'enjeu environnemental. Qu'ils soient des cahiers de texte numériques, des tablettes, d'accès aux ressources numériques ou des classes virtuelles, ces outils sont ludiques et pédagogiques pour leurs promoteurs. Nous, ça nous permet déjà de permettre aux enfants de se familiariser avec ces tablettes, les ordinateurs. En même temps, ça permet à nos enseignants d'aller plus vite, d'avoir à disposition, en tout cas, assez d'informations, assez de contenu en temps réel, même en termes de protection de l'environnement, d'avoir à utiliser beaucoup moins de papier, beaucoup moins de contenu, en tout cas physique. Une idée non partagée par ce essayiste interrogé par la Croix. Il explique ce qu'il qualifie de désastre pédagogique et sanitaire. On confond la fascination qui est exercée par l'outil et le contenu lui-même. On ne conteste pas qu'il faille former au numérique. Ce qu'on conteste, c'est la formation par le numérique. C'est-à-dire le fait qu'on va venir bousculer l'ensemble des approches pédagogiques dans l'ensemble des matières pour utiliser le vecteur, les outils numériques. En fait, on s'aperçoit que la fracture numérique s'est inversée. C'est-à-dire que les études montrent que les élèves des milieux plus défavorisés sont équipés plus tôt, en tout cas, d'équipements numériques et souvent sont équipés d'ailleurs dans leur chambre, l'ordinateur est dans la chambre, etc. Et sont exposés finalement avec un contrôle parental plus faible à un temps d'écran plus important. Pour sa part, la directrice des études des Fleurons a déjà pris des dispositions pour contourner ces dégâts. Un enfant de 6 ans ne peut pas regarder un écran plus de 30 minutes et pour ce qui est d'un enfant de 10 ans, c'est de 45 minutes. Donc, c'est déjà les temps impartis maximum qui sont utilisés par les apprenants au sein de notre école. Si nous avons eu les stylos et l'outil scripteur jusqu'au XXe siècle, à partir du XXIe siècle, on a un nouvel outil et donc on se doit aussi d'éduquer les enfants qui ont accès aux écrans de façon illimitée et volontaire en dehors de l'école à utiliser ce matériel comme des outils et non comme des amusements et des jeux. Dans cette école, presque tout est numérisé à travers un logiciel qu'ils utilisent pour faciliter la communication entre le corps enseignant et les responsables pédagogiques, la communication externe et pour la transmission de la connaissance. Aussi, de façon externe, ça nous permet une meilleure communication avec les parents, de façon plus instantanée et qui sont à même de savoir ce qui se passe au jour le jour avec les enfants, puisqu'on leur envoie aussi des images et des vidéos de ce qui se passe dans les salles de classe, et ainsi ils peuvent se rendre compte de nos méthodes d'apprentissage
et nous poser des questions, être plus ou moins satisfaits, nous faire part de leurs inquiétudes. Et ça aussi, ça désamorce beaucoup de problèmes relationnels ou de communication qui ne se fait pas quand il n'y a pas le numérique. Cette innovation a été facilitée pendant la Covid-19 qui a sévi dans le pays, ce qui d'ailleurs les amène à initier les enfants à plusieurs logiciels selon le niveau d'études. On a intégré des logiciels éducatifs du type Abidou qui permet donc au CD de restituer des mots, de s'entraîner pour la lecture ou bien pour l'écriture, Paint pour savoir colorier, dessiner, Matrix en moyenne section, grande section qui leur permet de faire du coloriage, de connaître les formes, les couleurs et le son. À l'école primaire Bari Djawadou, les élèves ne sont pas encore initiés au numérique, mais une autre numérisation est en vue. Ça, c'est pour contrôler en temps réel et le personnel enseignant, le personnel encadrement et les élèves aussi pour la fréquentation. Il y a même une ONG qui est venue ici avant-hier dont ils doivent envoyer des tablettes. Ils nous ont dit de prendre, n'est-ce pas, de regarder les meilleurs. Cette proposition laisserait à désirer si tous les élèves ne sont pas équipés du même outil de travail. Le Covid-19 a quand même ébranlé l'éducation scolaire courant 2019-2021, ce qui a amené le ministère de l'enseignement préuniversitaire à introduire le numérique à l'école. Cette initiative est à sa phase pilote avec des programmes intégrés. Il s'agit d'un programme à l'international qu'on a appelé l'Urine Passeport. Il s'agit en un premier temps d'une phase expérimentale, donc 2 écoles pilotes. Nous avons l'école primaire de Ratoma et l'école primaire de Bonfils-Port 1. Une fois réussi, les écoles privées ne seront pas en marge de cette innovation. L'année scolaire 2023-2024 est en expérimentation. Quand les enfants auront des recherches, tout est incorporé. C'est un programme déjà préétabli pour faire face à tous les besoins d'apprentissage qui pourraient se manifester au cours de ces apprentissages-là. Donc les enfants n'auront pratiquement pas de problème. D'abord, ils bénéficient de l'encadrement des enseignants qui sont formés à cet effet. La maîtrise des savoirs fondamentaux par les tout-petits dès le primaire est primordiale. Cela permet leur réussite au collège, gage de leur autonomie de pensée et de lutte contre l'inégalité scolaire et sociale. En Guinée, cette maîtrise des savoirs fondamentaux laisse à désirer. Un constat d'échec pour notre pays qui ne parvient pas à sortir de cette spirale négative. Merci pour ce grand format. À présent, place à la rubrique Publi Reportage. Parlons Paris à présent, c'est le bonheur qui lui sourit et il empoche un montant de plus de 121 millions de francs guinéens. Cet autre parieur du Paris Mutuel Urbain PMU a reçu son chèque ce matin au siège de la Loterie nationale de Guinée. On voit tout cela avec nos reporters. Cet heureux gagnant de la Loterie nationale de Guinée n'a misé que 5 000 francs pour rafler un montant de 121 74 000 francs guinéens grâce à un pari dans la catégorie PMU Quinté. Ce jeune entrepreneur est entré en possession de son gain ce mardi dans les locaux de la dite entreprise. Avec ce montant, il compte déjà développer son chiffre d'affaires. Avec beaucoup de joie, comme vous le savez tous, je suis aussi un jeune entrepreneur et cette somme va me permettre d'accroître vraiment mes entreprises. Je lance vraiment un appel aux jeunes parieurs de continuer avec le courage et surtout de persévérer, d'attendre vraiment leur beau jour. Pour la direction de la Loterie nationale de Guinée, permettre aux parieurs de retrouver le sourire et devenir des riches. Rien qu'à travers un pari est une mission à accomplir. Certains jeunes disent que le PMU, c'est le jeu des vieux, des personnes âgées, mais aujourd'hui, c'est un jeune qu'on a vu qui a amassé cette grande somme de 121 millions. J'appelle à toute la jeunesse de se baser aussi au PMU, ce n'est pas compliqué, le pari hippique,
Donc j'encourage tout le monde à jouer. Ça fait au moins 2 mois qu'on a fait sur le même lieu ici une autre remise d'une centaine de millions. Et aujourd'hui aussi, il y a une centaine de millions. Le responsable marketing de la LONAGUI rassure également les clients sur la qualité du service de la société et la gestion des revenus. La LONAGUI, c'est le sérieux. Parce que quand on dit toujours, j'aime à le dire, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. Ces bénéfices vont nous permettre à la construction des centres de santé, des écoles, des forages, ainsi de suite pour la nation. Il soutient par ailleurs que des réformes sont déjà envisagées par la dite loterie pour le bonheur des parieurs. Il s'agit notamment de la LONAGUI Web, une nouvelle plateforme de paris en ligne qui permet également aux parieurs de se faire de l'argent sans le moindre effort. Ainsi s'achève cette édition d'information, mais ne partez surtout pas, les infos continuent, d'abord en langue, ensuite avec l'équipe de Joseph Faratinkiano dans Ainsi va le monde. Portez-vous bien.